Le grand jury reçoit ce dimanche Maître Amadou Sall, avocat et homme politique, membre du collectif des avocats républicains. Au menu, placement sous mandat de dépôt et consorts, volonté de reddition des comptes ou justice des vainqueurs. Macky Sall peut-il être inquiété malgré les menaces du gouvernement? Front social en ébullition. Le plan d'austérité est-il la solution? Le duo Diomaye Sonko à l'épreuve du pouvoir. Quel bilan après 11 mois? Grand jury dimanche 11h10 sur RFM. Maître Amadou Sall face à Mohamed Diop. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans le grand jury de la Radio Futur Média. Ce dimanche, nous recevons un homme politique, ancien du Parti démocratique sénégalais, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, Souad entre 2009 et 2010, également avocat au barreau de Dakar. Maître Amadou Sall, bonjour. Bonjour. Vous êtes également le coordinateur du collectif des avocats républicains. Votre client Farba Ngom qui a été placé sous mandat de dépôt dans une procédure intentée par le parquet judiciaire financier portant sur une somme de 91 milliards de francs CFA. Alors, beaucoup de bruit autour de cette affaire et surtout du montant du cautionnement fourni par votre client devant le PJF. Finalement, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Est-ce qu'il y a un commentaire particulier que vous suggère cette affaire Farba Ngom? Oui, j'ai un commentaire particulier, mais ce commentaire particulier, il résulte un peu du traitement qui a été fait de cette affaire disons, au niveau de l'actualité. Je dois dire, et je le dis avec gravité, que dans cette affaire, il y a au moins une constante, il n'y a pas de fait. Ah oui. Il n'y a pas de fait. Moi, ça fait 43 ans que je suis avocat. C'est la première fois que je suis en face d'un dossier où il n'y a pas de fait. De quoi s'agit-il? Alors, à la suite d'une déclaration de soupçon, il a été constaté que du Trésor public, il y a eu divers mouvements de fonds vers des sociétés qui auraient un lien avec Tahirou Sarr. Et ces montants font un total de 91 milliards. Sur cette base, la CENTIF demande des explications au Trésor. Après avoir constaté, et d'après leurs investigations, qu'il n'y a pas eu de marché entre ces différentes entités et le Trésor et l'État. Ils demandent donc des explications au Trésor. Le Trésor ne répond pas à leurs explications. Point. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il eût été plus simple de convoquer Tahirou Sarr, de convoquer les directeurs de ces sociétés ou les comptables de ces sociétés, en leur disant, nous avons constaté qu'il y a des mouvements du Trésor vers vos sociétés, nous n'en connaissons pas la cause. Qu'est-ce que vous avez à nous expliquer? Ils ne l'ont pas fait. Personne, et je pèse mes mots, personne n'a été entendu. Sauf qu'ils sont, eux, dans l'ignorance de ce qui s'est passé. Et jusqu'au moment où je vous parle, ils sont dans l'ignorance de ce qui s'est passé. Selon vous alors, sur quoi s'est basé le juge du parquet judiciaire financier pour placer votre client sous mandat de dépôt? Aucun. Je vous regarde dans les yeux, je dis aucun. La deuxième chose, c'est que sur ces 91 milliards, il semblerait qu'il y a 31 milliards qui ont fait l'objet de plusieurs transferts des comptes de ces sociétés à des comptes d'autres sociétés dans lesquelles Farba Ngom aurait un intérêt. Là, ça devient plus simple. On peut demander aux sociétés qui ont fait le virement pour quelles raisons vous les avez fait. On peut demander aux sociétés qui ont reçu ces virements pour quelles raisons vous l'avez fait. Que nenni, personne des sociétés émettrices n'a été entendu. Personne des sociétés réceptrices n'a été entendu. Sur cette base, la CENTIF prétend qu'il y a un blanchiment. Blanchiment, on blanchit de l'argent sale. On ne peut pas blanchir de l'argent qui vient du Trésor public. L'État a payé. L'argent de l'État n'est pas sale. J'ouvre une parenthèse pour dire
que la CENTIF, c'est extrêmement grave, j'y reviendrai, dit qu'il y a une collusion frauduleuse entre le Trésor et Tahirou Sarr. C'est grave. Bref, il n'y a aucun autre fait. Il y a donc blanchiment. L'argent de l'État ne peut pas être sale. 1. 2. Ils ont dit qu'il y a association de malfaiteurs. Et on n'y a aucun lien qui a été établi. Troisièmement, escroquerie sur les biens de l'État. Escroquerie, ça suppose premièrement l'usage de faux noms, de manœuvres frauduleuses quelconques. Il n'y a aucun fait relevé, articulé de manœuvres ou de faux noms. Rien. Donc, la CENTIF, c'est parce qu'ils sont incompétents dans cette affaire. Ils sont incompétents parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre d'où ça vient. L'ignorance de membres de la CENTIF, en tout cas de celui qui a fait ce rapport, l'ignorance de la CENTIF ne peut pas constituer la cause d'une fraude. Ils sont ignorants, il faut qu'ils acceptent qu'ils sont ignorants. Ils ont donné leur PV, un réquisitoire a été fait, sur cette base, ils ont été inculpés. Donc, sans aucun fait. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de ce pays. Alors, pourquoi cautionner dans un dossier que vous avez décrit comme vide? Oui, parce que c'est la loi, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui dit que quand il y a une infraction sur les deniers publics, le mandat de dépôt est obligatoire si le montant incriminé dépasse 1 million et s'il n'y a ni remboursement, ni caution ou contestation sérieuse. Dans des cas pareils, puisqu'il n'y a pas de fait, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien, on ne peut pas articuler des contestations. On articule des contestations quand on vous donne des faits. 1. 2. On ne peut pas rembourser parce que on rembourse ce qu'on a pris. On apporte une caution. C'est la première fois encore dans l'histoire de ce pays parce que la loi est formelle. Quand c'est supérieur à 1 million et qu'on offre de consigner un cautionnement et le cautionnement hypothécaire est valable, le mandat n'est plus obligatoire. Par conséquent, on cautionne pour ne pas aller en prison. Ils ont cautionné et c'est grave. Parce que c'est ce que la presse a dit. La caution est rejetée pour défaut d'effectivité. C'est de la grosse rigolade. Moi, je ris. Parce que on ne peut pas cautionner s'il n'y a pas une ordonnance autorisant à cautionner. On fait une offre de cautionnement. Parce que je ne peux pas, moi, parce que je vous dois de l'argent, aller à la conservation foncière, dire je cautionne. Je cautionne, je suis en liberté, puisque d'abord on ne l'accepte pas, mais si c'était accepté, je cautionne, on me met en liberté, j'annule ma caution. Il faut qu'il y ait une autorisation, un acte autorisant de cautionner. C'est de la rigolade aussi. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Et là c'est l'homme politique qui parle. Là c'est le juriste, pas tout à fait l'avocat, le juriste. Là c'est l'homme politique qui parle. Tout donne l'air qu'il s'est agi ici d'une commande, et d'une commande politique. Oh, ne vous en faites pas. Au profit de qui serait-on tenté de Des autorités politiques. Des autorités politiques, vous avez entendu. J'ai entendu. Ce que nous écoutons, ont entendu des menaces qui ont été proférées. En disant à Farba Ngom, c'est la dernière fois que vous participerez à une campagne électorale. Vous aurez d'autres choses à faire que de faire de la politique. Des propos dans le cadre d'une campagne, est-ce que c'était à prendre quand même je vous réponds en Wolof, tombé in ay gaffe. Lorsque quelqu'un, à chaque fois qu'il menace une personne, cette personne menacée est arrêtée ou fait l'objet de poursuites, on ne peut plus dire que les propos qui viennent de cette personne sont des propos de campagne. Ce ne sont plus des propos de campagne, c'est des propos d'un homme d'État qui a la puissance publique entre ses mains et qui fait des commandes politiques. En tout cas, c'est cette compréhension que certains hommes politiques, dont moi, avons de cette affaire. Au-delà de cette affaire Farba Ngom, il y a également le nom d'un des fils du président de la République, Macky Sall, de l'ancien président Macky Sall. Lui également, il est cité. Est-ce qu'il a
des raisons de s'inquiéter par rapport à cette affaire Farba et par rapport à la volonté du gouvernement de le traduire devant les juridictions nationales? J'en sais rien. Ce que je sais, par contre, pour m'en offusquer, parce que c'est indigne d'un homme d'État, j'ai lu le porte-parole du gouvernement, oui, Moustapha Sarré, dire du président de la République Macky Sall qu'il est à la tête d'un gang pour piller le pays. C'est indigne, ce n'est pas l'État, les hommes d'État ne parlent pas ainsi, ne se comportent pas de cette façon. Et a priori, tout indique qu'il y a une entreprise pour discréditer ceux qui étaient là, mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on gère un pays. Comme je dis, mentez, il en restera toujours quelque chose. J'ai la désagréable impression que quelques-uns parmi ceux qui nous dirigent se sont révélés être des experts dans l'art de la manipulation, dans l'art du mensonge et dans l'art de ces comportements et de ces pratiques qui ne font honneur ni à la République ni à notre morale sociale. Oui, mais quand même, le rapport de la Cour des comptes, le récent rapport sur la gestion du président de l'ancien régime, en tout cas, entre 2019 et 2024, montre quand même de graves anomalies dans la tenue des finances publiques. Ça, quand même, c'est une raison pour l'actuel régime de s'en prendre aux anciens, peut-être, aux anciens régimes, notamment au président de la République qui était là pendant cette durée-là. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre-là que les actuels tenants du pouvoir sont en train de communiquer pour dévoiler la gravité de la situation? Revenons à ce rapport de la Cour des comptes. Je reviens un peu en arrière. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de discréditer le trésor public. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la CENTIF dit qu'il y a une collusion frauduleuse entre le trésor public, le trésor, pas des hommes du trésor, c'est le trésor. Collusion frauduleuse entre le trésor et des Sénégalais. Première chose. Ce rapport heurte la morale sociale parce que dans ce rapport, il est écrit noir sur blanc que Farba Ngom est griot du président de la République. Est-ce que vous imaginez, dans un pays où au fronton de ce pays, il est écrit que les hommes naissent libres et égaux en droit, qu'un rapport officiel d'un organe qui dépend de l'État puisse contenir une phrase d'une si grande légèreté, le griot du président. Je vais plus loin. Je vais vous citer ici, je l'ai, les propos de M. Cheikh Tidiane Diop. M. Cheikh Tidiane Diop était directeur du Trésor et de la comptabilité publique. Bien avant que le rapport de la Cour des comptes ne soit publié. Voilà ce que M. Cheikh Tidiane Diop écrivait. En ma qualité de directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, je dirige avec rigueur une administration républicaine et citoyenne qui s'est toujours distinguée par son engagement au service du public dans le plus strict respect des textes législatifs et réglementaires. Je rappelle que c'est la direction de la comptabilité publique et du Trésor qui a publié tous les chiffres de notre pays. Ces chiffres sont en contradiction avec les chiffres du rapport de la Cour des comptes. Les chiffres du rapport de la Cour des comptes sont en contradiction avec les chiffres de la NSD. Mais sur le fond, oui. Parce qu'il faut qu'on ait le courage d'évoquer les choses dans le fond. L'inspection générale des finances fait un rapport d'audit sur les finances publiques. A priori, ce rapport n'a jamais été communiqué à la direction du Trésor, en tout cas de la comptabilité publique. C'était une commande du nouveau gouvernement. Le ministère renvoie cet accord, ce rapport à la Cour des comptes. C'est pourquoi le directeur du Trésor de l'époque dit aussi, au-delà de ça, il dit
que le Trésor constitue une institution républicaine qui a toujours œuvré dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Avec le temps, il apparaîtra clairement qui a agi de manière conforme et qui a manqué à ses obligations. Tout ça, bien avant que la Cour des comptes ne publie son rapport. Et il dit qu'il attend le rapport de la Cour des comptes pour avoir connaissance du rapport de l'inspection générale des finances. La Cour des comptes lit le rapport de l'inspection générale des finances, le renvoie au ministère du budget. Le ministère du budget, apparemment, ne le renvoie pas à la direction de la comptabilité publique, ni à ce qui était là avant. Ce qui fait que c'est un rapport tronqué. J'ajoute, pour en terminer, que c'est la Cour des comptes qui a certifié le budget, l'exécution du budget de 2019, 2020, 2021, 2022. À la suite de cette certification et de la validation de ces chiffres, l'Assemblée nationale a pris une loi de règlement. Mais ma foi, mais attendez, on nous prend pour qui? Cette même Cour des comptes qui a validé 3 budgets, validés. Cette même Cour des comptes vient nous dire non, ces budgets sont des faux. En tout cas, je ne les valide plus. Ils dormaient ou quoi? C'est de l'incompétence, c'est de l'irresponsabilité, ou alors est-ce que c'est de la commande? Je m'interroge, parce que ça me heurte. La Cour des comptes est et fait partie du pouvoir judiciaire. Ils ont pris un jugement. Ils se dédisent. Je n'accepte pas qu'une institution aussi prestigieuse que la Cour des comptes me fasse du wachet. Qu'un politique le fasse, je veux bien, mais pas une institution judiciaire. En commentant les résultats de ce rapport de la Cour des comptes, des membres du gouvernement, notamment le ministre de la Justice, a annoncé des poursuites au niveau pénal pour certains acteurs de l'ancien régime, y compris peut-être pour le président de la République, Macky Sall. A-t-il, je répète ma question, des raisons vraiment de s'inquiéter par rapport à sa tenue des finances publiques de l'État du Sénégal durant la période qu'il a été président de la République? Le ministère de la Justice est dans son rôle. Il ne me dérange pas. J'ai exercé ses fonctions avant lui. Il est dans son rôle de dire oui, s'il y a une infraction, la justice sera saisie. Mais le porte-parole est allé beaucoup plus loin. C'est le porte-parole. Le porte-parole, vous savez ce que je dis de lui, quand un ministre de la République traite l'ancien président de la République d'un chef de gang, je n'ai plus aucun respect pour cet homme. Donc Macky Sall n'a absolument rien à craindre absolument, par rapport... mais j'arrive. Il n'y a pas lieu à poursuite, parce que malgré tout, malgré les critiques que j'ai faites du rapport de la Cour des comptes, à aucun moment, et nulle part dans le rapport de la Cour des comptes, il n'est fait état d'infraction relevant de la justice. Parce que la Cour des comptes, à chaque fois qu'elle constate, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit l'inspection générale d'État, à chaque fois qu'il constate quelque chose, il donne un avis et une solution. À aucun moment, le rapport de la Cour des comptes ne parle de saisine de la justice pour des poursuites. Il ne faut pas demander plus que le rapport ne dit. Si on s'en limite au rapport, critiquons-le. Les décisions de justice sont faites pour être critiquées parce que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais, au nom de qui cette justice est rendue, a le devoir et le droit de critiquer toute décision parce qu'en dernière analyse, il est détenteur de la souveraineté. Donc on critique ce rapport, mais on le critique de façon objective. Jamais dans ce rapport, je vous renvoie à ce rapport, jamais, parmi les recommandations, il n'a été dit qu'il faut poursuivre qui que ce soit. Donc, c'est juste une clause de style de la part d'autorités gouvernementales de rassurer l'opinion sur leur incompétence et leur incapacité à régler les problèmes du quotidien. A-t-il, j'insiste, permettez-moi d'insister, même si on l'a entendu récemment dans une interview avec Jeune Afrique, indiquant qu'il n'a aucune crainte à revenir au pays, mais depuis qu'il s'est exilé au Maroc, le président feint de ne pas voir la situation actuelle du pays. Est-ce que il ne peut pas faire l'objet d'une traduction devant la Haute Cour de justice, par exemple, s'il met les pieds au Sénégal? Mohamed Diop, je récuse le terme le président feint. Le président ne fait rien du tout. Il a ses occupations, il s'occupe de ses affaires. Je dis encore une fois, et je le répète, je ne vois pas qu'est-ce qui aurait pu lui faire peur. Mais
analysons ce que le président Macky Sall dit. C'est important. Le président Macky Sall dit, je ne comprends pas les nouvelles autorités. Elles ont intérêt à travailler, au lieu de s'emmurer et de s'enfermer dans un débat creux et stérile. Et le président dit deux choses. Vous remarquerez que sur la dette extérieure, il n'y a pas de débat, parce qu'il n'y a aucune manipulation possible de chiffres. Mais sur la dette intérieure, il donne une explication. Il dit, moi, président de la République, pendant 10 ans, 12 ans, il est arrivé que je signe un accord de financement. Admettons, pour la construction d'un pont, ou n'importe quoi. J'ai l'accord de financement, mais pour des raisons liées à la fois à des urgences politiques, à des urgences sociales ou à des urgences économiques, je dois commencer. Mais avant de commencer, il faut avoir de l'argent. L'argent n'est pas disponible. Mais c'est acquis. Le prêt est acquis, mais il n'est pas encore mobilisé. Mais je veux travailler pour ces raisons-là. Je demande à une banque de me prêter de l'argent. Mettons, j'ai un financement de 1 milliard pour construire un pont ou une école dans une ville. La rentrée scolaire est bientôt arrivée, le financement n'est pas encore disponible. Je demande à une banque de me prêter 500 millions pour commencer la construction. Je commence la construction, entre-temps, le milliard arrive, je prends 500 millions, je paye la banque. Il n'y a rien de plus normal. Mais maintenant, comment passer ces écritures? Si on dit il y a deux dettes, quand on n'est pas intelligent, quand on ne comprend pas les règles de la comptabilité simplement, parce qu'il faut trouver des moyens de compensation. Si on n'est pas intelligent, on dit il y a un prêt, un emprunt de 1 milliard, emprunt, une dette étrangère, et une dette de 500 millions, dette intérieure. Au total, c'est 1 milliard 500 millions. C'est faux. C'est 1 milliard. Parce que l'État n'a reçu que 1 milliard. Dans le compte de l'État, il n'y a que 1 milliard. Mais puisque c'est lent à venir, j'emprunte 500 millions. Quand je reçois mes 500 mon milliard, je remets les 500 millions. Oui, c'est vrai, ça coûte. Parce qu'il y a des frais. Mais c'est pas 1 milliard 500 millions. C'est la même chose que je disais tout à l'heure avec la CENTIF. C'est l'explication. La CENTIF. Non, entre autres. La CENTIF, on parle, j'ai lu dans la presse, on a parlé de 120 milliards. 125. 120, c'est faux. Vous savez c'est quoi? Je vous ai dit que l'État a transféré dans des comptes, pour schématisons, de sociétés appartenant à Taïroussa. Je n'en sais rien. Mais disons, c'est ce que l'on dit. 91 milliards. Sur ces 91 milliards, 31 milliards ont été transférés à d'autres sociétés. Est-ce que c'est 91 plus 30? C'est ce qu'ils font. 91 plus 30 égale 120. C'est faux. C'est 91 moins 30. Mais, excusez-moi, la stupidité et l'ignorance ne nous arrangent pas dans ce cas. C'est exactement pareil. On parle de 120 milliards de l'affaire Farbangom, et ici on nous parle d'une dette extérieure, d'une dette intérieure qui explose, alors que la dette n'explose pas. C'est une question d'écriture. Je termine. Oui. Et ça, je vais donner cet exemple-là et je n'en parle plus. Parce que dans le rapport de la Cour des comptes, il y a des incompréhensions. Je donne dans l'explication des déficits. Alors, il y a des emprunts crédits, admettons, pour la construction de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. Je ne connais pas le montant, c'est une abstraction que j'ai fait. Admettons 1000 milliards. C'est la Chine qui finance. Les 1000 milliards de la Chine sont dans notre dette extérieure. C'est 1000 milliards plus les intérêts et tout, et maintenant il y a le service de la dette. Et l'entreprise chinoise qui exécute les travaux, à la fin de chaque moment de décompte, fait un décompte. Le décompte de cette entreprise est visé par le Trésor et payé par Exim Bank Chine dans un compte en Chine. Est-ce que ce montant-là, on le met dans notre budget? Si on le met dans notre budget, on aggrave notre déficit. C'est aussi une question d'écriture. La stupidité est le signe d'une incompétence notoire. Et on pousse des cris d'orfraie pour des choses qui n'existent pas et qui n'existent que dans leur crâne. Pour en terminer sur cette affaire,
et ses développements par rapport à l'ancien régime. Est-ce que vous avez des nouvelles depuis qu'il a quitté le pays de l'ancien président, le président Macky Sall? Est-ce qu'il vous a associé également à sa défense par rapport à tous ces faits dont il est accusé par l'actuel régime? Vous savez, d'abord, il n'y a pas de procédure contre le président Macky Sall. Mais il y a de personnalités manquant à la fois d'élégance et d'intelligence. Mais par anticipation, quand même. Oh, vous savez, on ne répond pas à la rumeur. On s'organise pas par la rumeur, mais on s'organise. Les gens s'organisent. Tout le monde a le droit de s'organiser. Toute personne a le droit de mettre en place un dispositif. Je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il ne fait pas. C'est vrai que il se préoccupe du sort qui est réservé à ses partisans, de l'arrestation d'un certain nombre de personnes. Il s'intéresse à cette situation-là, il s'informe et il nous demande de l'en informer, et également il nous demande souvent et presque toujours d'assister ces personnes-là. Oui, nous avons cette relation avec lui. Nous parlons autour de ces arrestations arbitraires multiples qui dénotent quelque part un certain énervement. Oui, il s'intéresse à tout ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, sur quoi il anticipe, sur quoi il n'anticipe pas, je ne saurais répondre à cette question. Maître Amadou Sall, avocat, homme politique, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, actuel membre donc du collectif, c'est d'ailleurs le coordinateur du collectif des avocats républicains, est notre invité ce matin dans le grand jury de la radio Futur Média. Alors, on va parler, Maître Sall, des conséquences de cette revue sur l'état des finances publiques par la Cour des comptes, de rapport, et les conséquences qui en découlent, notamment cette situation où l'État, comme l'a dit le président de la République, que l'État n'a plus suffisamment de marge. Et c'est un discours qui est répété par notamment l'ensemble des membres du gouvernement. C'est d'ailleurs ce qui a conduit la rencontre entre les syndicats et le Premier ministre Ousmane Sonko au Grand Théâtre. Durant cette rencontre, il a indiqué et demandé donc aux syndicats de suspendre tout ce qui est revendication et mot d'ordre pour mettre en place une sorte de pacte social. Est-ce que c'est le début du plan d'austérité en marche ou bien c'est juste qu'il faut ensemble tirer vers la même direction pour essayer de remettre le pays à l'endroit? Oui, le pays n'est pas à l'envers. On l'a mis à l'envers. C'est ceux qui l'ont mis à l'envers qui sont chargés de le remettre à l'endroit. Le remettre à l'endroit, c'est de rassurer les Sénégalais et de convaincre les Sénégalais qu'ils ont les compétences et les moyens de remettre les choses à l'endroit. Et pour ça, il faut quand même qu'ils fassent preuve d'une certaine volonté. Comme disent les Wolofs, on a la désagréable impression que ceux qui nous dirigent ne font que dans le dag santé. Khulo, kher, saga, akasante. On ne peut pas leader un pays sur cette base-là. Pour demander aux gens de souscrire à un pacte social, c'est très bien un pacte social, tout le monde est pour un pacte social, parce que c'est dans le calme, dans la tranquillité, et non pas dans le bavardage qu'on construit quelque chose. Mais pour ça, on ne peut pas demander aux travailleurs de faire un effort alors que soi-même on ne le fait pas. Vous savez très bien, les budgets de la présidence ou de la primature sur les fonds secrets, les fonds politiques, on les appelle comme on veut, ces budgets n'ont pas baissé. On ne peut pas entretenir un gros ventre, charger son ventre et demander aux autres de serrer la ceinture. Quand on doit serrer la ceinture, donnons l'exemple. Serrons la ceinture tous ensemble. Que le président de la République se déleste d'une très bonne partie de ses fonds politiques pour mettre ça dans l'économie. Que le Premier ministre se déleste également d'une bonne partie de ses fonds politiques. Il en est aussi du président de l'Assemblée nationale. S'ils le font, s'ils montrent l'exemple, oui, il est possible de suivre. Mais dans la justice aussi. La justice voudrait que un minimum d'efforts soit fait pour soulager le panier de la ménagère. Et pour soulager le panier de la ménagère, diminuons d'un petit peu, faisons un petit pas, au moins,
pour l'exemple, pour montrer ça à la bonne volonté, pour réduire un peu la pression sur le pouvoir d'achat et augmenter un peu les salaires. Je donne un exemple qui apparaît comme banal pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, la SAR raffine les premiers bruts de pétrole sénégalais. Ne serait-ce que pour ça, parce qu'on raffine notre propre pétrole, on peut délester du prix du pétrole le coût du transport et de l'assurance. Au moins, ne serait-ce que ça. Parce que le transport a baissé entre la Grande Tortue, Sangomar et Dakar. Mais réduisons. Si on réduit le prix de l'essence, le prix du gasoil, juste ça, 2%, 3%, ça apparaît, ça irradie tout le reste. Supprimer également les subventions à l'énergie. Oui, mais attendez. L'énergie. À partir du moment où le fuel vient de chez nous, il devrait y avoir une baisse. C'est vrai, on a assez longtemps subventionné, mais il n'y a pas de raison que les choses au Sénégal coûtent plus cher au Sénégal qu'ailleurs. Dans des pays continentaux, comme le Mali, qui n'ont aucune façade maritime. Et tout chez eux, l'essentiel de chez eux passe par notre port. Et que c'est moins cher là-bas. Il faut quand même reconnaître qu'il y a quelque part de l'incompétence. Quand on dit qu'il n'y a plus de marge, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'ils font là alors? Ils n'ont plus aucune marge. Ils se sont battus avec tout le monde. Ils ne s'entendent avec personne, avec tous nos partenaires. Ils ont fâché tous nos partenaires. Il ne leur reste qu'une seule chose. Augmenter la pression fiscale sur les ménages et sur les sociétés. Augmenter la pression fiscale sur les sociétés, c'est les pousser à désinvestir. Augmenter la pression fiscale sur les ménages, c'est les obliger à ne pas payer le fisc. Trop d'impôts tue l'impôt. Donc, comment ça s'est fait qu'on se retrouve dans une situation aussi délétère? Ce n'est pas possible. Parce que on gouverne dans le vacarme. On gouverne dans le brouhaha. Arrêtons ça. Et arrêtons de faire du dag santé. Disons aux Sénégalais, à tous les Sénégalais, allons-y. Je donne un exemple pour dire qu'il n'y a aucune volonté d'affaisser la tension. On est en train, aujourd'hui au moment où je vous parle, de faire les inscriptions sur les listes électorales. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal, depuis 1982, je dis bien, non, 1992, c'est la première fois qu'on y va sans qu'il y ait concertation entre le ministre de l'Intérieur et les partis politiques, la société civile et nos partenaires. C'est une démarche unilatérale, une échappée solitaire. Un gouvernement qui ne connaît que deux choses, l'échappée solitaire et le combat. Ce gouvernement-là ne rassure pas de sa capacité à nous diriger, à l'idée dans la paix, dans le calme. Sur cette affaire d'inscription sur les listes électorales, alors ça augure de lendemain de contestation, certainement. Oui, alors que le code électoral, il faut le dire, il y a toujours du bruit, du brouhaha autour du code électoral, mais ce code électoral-là, qui est consensuel, c'est ce code qui a permis l'élection du président Abdoulaye Wade, l'élection du président Macky Sall, l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Ce code électoral a permis l'élection de 3 présidents de la République et la défaite de 2 présidents de la République. Ce code, il est bon, il est excellent, mais il est bon et il est excellent parce qu'à chaque instant, à chaque étape dans le processus électoral, les hommes politiques, la classe politique sénégalaise et le gouvernement se sont arrêtés, ne se sont pas regardés en chien de faïence, ils se sont retrouvés ensemble et ont discuté sur les améliorations qu'il fallait faire. Pourquoi le ministère de l'Intérieur n'a pas fait? C'est pas une position du gouvernement, c'est pas seulement le ministre de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, il est membre d'un gouvernement. Si le gouvernement ne le décide pas, il ne le fait pas. Je ne l'incrimine pas. Le pauvre, c'est pas un homme politique, c'est un gendarme, c'est un militaire, c'est un général. C'est un général. Lui, c'est pas un homme politique. Il est respectueux et respectable. Mais c'est pas un homme politique. Il est membre d'un gouvernement. Si le gouvernement le décide, il le fait. Mais le gouvernement ne le veut pas. Le gouvernement veut la bagarre. Le gâte ça, mais ils l'auront. Votre avis sur les 11 premiers mois du duo Diomaye et Sonko, comment vous analysez leur gouvernance depuis tous ces mois? Comme vous. Comment? Comme vous, rien, il n'y a rien. Il n'y a rien.
Comme tout le monde. Quand je dis vous, c'est tout le monde. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On a l'impression qu'il y a une énorme poisse qui s'est abattue sur le pays et que nous tous, nous souffrons et que nous ne savons pas où aller. Tout le monde a peur. Regardez les classes moyennes. Regardez ceux qui se susurrent dans les chaumières. C'est à se dire, écoutez, où est-ce qu'on va? Alors, comme disait un de mes amis, Bokoum, on va droit sur le mur en klaxonnant. On ne sait pas où on va, mais on y va sûrement. Rien ne marche. Au moment où je vous parle, rien ne marche. C'est la jet pour le petit Sénégalais. Bon, et on voit un peu que les gens s'accommodent très bien des lamperies dorées de la République, avec leur convoi à l'infini, avec sirènes et gyrophares à longueur de journée. Ben c'est ça en réalité. Ils ne songent qu'à eux, aux petites faveurs qu'ils peuvent tirer de l'exercice du pouvoir d'État, en oubliant totalement la situation de ce pays. Le président de la République nous a dit et nous a prévenu, il n'a aucune marge de manœuvre. Moi, je ne sais pas, qu'est-ce que j'attends de quelqu'un qui me dit, je n'ai aucune marge de manœuvre. Quelle solution alors? Peut-être un dialogue entre acteurs politiques. Est-ce que ils ne connaissent que le combat, le Gatsa. Vous avez vu le Premier ministre Dag Santé. Il n'a qu'à continuer à faire le Dag Santé. On va voir si le Dag Santé va faire avancer les choses. Nous, je dis simplement, l'opposition sénégalaise est une opposition responsable. Vous avez vu, pendant quelque temps, eux, ils nous ont affublés de tous les titres, de peureux. Vous êtes des tapettes. Vous imaginez comment on peut parler à des gens dans le champ public à des tapettes. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler aux Sénégalais? Et vous remarquerez une chose. On dit toujours khalayi, c'est pas bon signe. Moi, j'aimerais pas qu'on m'appelle khalayi boye. D'accord? Ils en ont le langage, ils en ont le comportement, ils en ont la philosophie. Mais il faut qu'ils mûrissent et qu'ils grandissent. Et qu'ils sachent qu'ils ont la chance d'avoir une opposition responsable qui est prête à les laisser travailler en paix. Mais pourvu que chacun soit à sa place. Chacun sa place et les vaches sont bien gardées. L'opposition à sa place, l'opposition fait de l'opposition républicaine qu'on ne nous pousse pas à aller jusqu'au bout. Quelle est la limite? Parce que quand on va, on est en train de les franchir. Cette atteinte permanente aux libertés, ce manque total de respect à la classe politique, qu'on considère comme un rien, comme un moins que rien. Bon, tout ça, je dis, ça ne peut pas perdurer. Il arrivera un moment où on va s'arrêter. Et quand on va s'arrêter, personne n'a intérêt. Personne n'a intérêt à ce que le combat politique se transforme en un combat de rue. Le pays n'y a pas intérêt. Au plan géostratégique, nous sommes entourés par une ceinture de feu. Et nous avons des problèmes de sécurité. Nous avons fait partir les gens. Nous ne contrôlons pas l'Atlantique Sud. Et nous avons à l'intérieur des eaux des ressources phénoménales. Et nous n'avons pas les moyens de tout contrôler. Nous nous sommes fâchés avec tout le monde. Nous avons besoin de calmer le jeu politique, le jeu social, pour que chaque Sénégalais sente que c'est son rôle, c'est son devoir de faire en sorte que cette situation change. Je le dis en wolof. Personne dans l'opposition ne souhaite que le gouvernement là tremble et trébuche. Nous voulons qu'ils réussissent leur projet, leur programme, et qu'on leur montre qu'on sait travailler probablement mieux qu'eux, mais que eux, au moins, ce qu'ils ont promis aux Sénégalais, qu'ils le réussissent. Pour le bien de tout le monde. Encore une fois, et il faut qu'ils se le mettent dans la tête. Il faut qu'ils se le mettent dans la tête. Il faut, encore une fois, qu'ils se le mettent dans la tête. Bassirou Diomaye Faye, je n'ai pas voté pour lui. Mais c'est le président de tous les Sénégalais. Qu'on le veuille, c'est le président des Sénégalais. Qu'on ne le veuille pas, c'est le président de tous les Sénégalais. Ousmane Sonko est le premier ministre de la République. Je ne partage rien avec lui. Mais c'est mon premier ministre. C'est votre premier ministre. C'est notre premier ministre à nous tous. Donc, il faut qu'il se comporte comme tel. Et qu'il n'est pas le premier ministre de ceux qui ont voté pour lui. Et d'ailleurs, ça se délite. Ça se délite. Ce n'est pas ça. C'est le premier ministre du Sénégal. Qu'il respecte notre État. Je termine sur ces questions. C'est la première fois, moi, dans ma petite expérience, que je vois des autorités gouvernementales qui vilipendent leur propre pays.
Nous n'avons pas été capables de gérer, on a mal géré, on a fraudé. Notre pays, il n'y a que de la fraude, il n'y a que des manœuvres frauduleuses, nos chiffres sont faux, notre économie est en lambeaux. Le devoir de vérité également l'impose. Non, ça, c'est pas un devoir de vérité. C'est faux, ce qu'ils disent d'abord, c'est faux. C'est totalement faux. On ne va pas nous dire que notre pays a été bâti sur du faux. Non. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que tout a été bâti sur du faux? Nous sommes des faussaires, un peuple de faussaires, une administration de faussaires, parce que un ministre de la République ne peut pas tout faire dans ce pays. Les chiffres, c'est pas le ministre qui les publie. Ce sont les services de l'État qui sont là. Ce sont les mêmes services de l'État. C'est la même direction de la comptabilité publique qui est là. C'est le même trésor qui est là. Ce sont ces gens-là qui ont publié. Donc c'est pas faux, c'est pas du faux. Une plainte a été annoncée par le collectif des avocats républicains au lendemain de la publication du rapport de la Cour des comptes et de la conférence de presse du gouvernement. Où en est-on avec ces plaintes au niveau national, je vous cite, et au niveau international par rapport donc à cette publication de la Cour des comptes? Non, vous savez, c'est vrai qu'il y a l'impératif de communication. C'est consubstantiel au droit à l'information, la communication. Mais aussi, il y a les impératifs et évidemment des procédures. Les procédures ne se font pas sur la place publique. On peut les commenter dans certaines mesures sur la place publique, mais ce qui doit être fait et qui n'a pas été fait, ou ce qui doit être fait ou qui est en train d'être fait et qui n'est pas tout à fait fait, laissons les choses se dérouler selon une séquence contrôlée, une séquence maîtrisée et une séquence, pertinente. Ensuite seulement, le droit à l'information des citoyens sera respecté. Venons-en peut-être au dernier point de cette émission, la loi d'amnistie avec la proposition du député Thierno Alassane Sall qui a été rejetée par le bureau de l'Assemblée nationale au motif qu'elle ne respectait pas les exigences constitutionnelles en matière budgétaire, selon donc l'article 82, je cite un communiqué de l'Assemblée nationale. Finalement, c'est plutôt une révision partielle de la loi d'amnistie qui a été proposée par la majorité. Quelle lecture vous en faites? Le rejet de celle de TAS et l'acceptation par le bureau de l'Assemblée de la proposition signée le député Amadou Ba de la majorité PASTEF? Manque de sérieux. L'Assemblée nationale ne doit pas tomber dans cette situation de manque de sérieux. Il y a deux propositions qui sont faites. Si les gens sont sérieux, ils n'ont qu'à regarder, faire une commission, discuter des propositions pour avoir une proposition commune. C'est comme ça qu'on travaille. Mais on ne vient pas organiser les choses de façon aussi unilatérale. Sur la loi d'amnistie, je ne me prononce pas trop. Je constate simplement qu'on ne peut pas dire je n'en connais pas encore un peu l'idée, je n'ai pas eu connaissance de la proposition qui a été faite, mais... Thierno Alassane Sall propose... Oui, je sais, je connais, ça a été rejeté, okay, oui. Ça a été rejeté, et il y a un autre projet. Voilà, bon, il n'y a pas de relecture, bon, ils ne savent pas ce qu'ils ont dit au Sénégal, ils ont dit qu'on enlève la loi d'amnistie. Alors, s'ils veulent enlever la loi d'amnistie, on l'enlève. Mais il ne faut pas que eux, ils s'auto-amnistient. Parce que, encore une fois, il faut qu'on dise les choses. Il ne faut pas en avoir peur. Il y a le citoyen Bassirou Diomaye Faye qui a fait l'objet de poursuites et d'une inculpation. Bon, s'il veut s'amnistier, il a été amnistié. Le juge a pris une ordonnance de non-lieu à la suite de cette amnistie. Et ils veulent confirmer cette amnistie pour ce qui le concerne. Ils veulent profiter de ça aussi pour prendre une amnistie pour d'autres que je ne veux pas citer. Alors, ça ne fait pas sérieux. Ils ont dit que c'est des policiers qui avaient tué, des gendarmes qui avaient tué, des militaires qui avaient tué. C'est ce qu'ils ont dit. Les militaires de Macky, les gendarmes de Macky, les policiers de Macky. Aujourd'hui, ils sont les chefs de la police, de toute la police. La police, donc, une fois, enfin, on reconnaît que ce n'était pas la police de Macky Sall. C'est leur police. La police d'État. Je ne suis pas comme eux, je ne dis pas leur police. C'est la police d'État. Ils savent, tous ceux qui sont morts de balles, ils savent, les autopsies ont été faites, les balles ont été retrouvées, on sait le calibre de ces balles, quelles armes ont tiré ces balles. C'est des choses trop graves pour lesquelles on ne devrait pas procéder à des manipulations. Où le peuple sénégalais, dans son ensemble, est capable de fermer les yeux, de pardonner ce qui s'est passé, qui fait partie
c'est pas une péripétie, mais qui fait partie de notre histoire, quoi qu'il arrive. Il est possible que la démarche la démarche d'État la plus rassurante aurait été, oui, de dire on veut faire la lumière, on met une commission d'enquête, on enquête sur ce qui s'est passé. Une fois qu'on sait ce qui s'est passé, on revient. On dit, est-ce que pour ce que vous savez, avec précision, avec exactitude, est-ce que pour ça, nous sommes prêts à confirmer une loi d'amnistie ou à faire en sorte que les sanctions soient prises? Mais on ne peut pas, a priori, alors qu'il n'y a absolument rien de nouveau, dire simplement, ouais, c'est des choses qui étaient très graves. Les choses, oui, il y a beaucoup de choses graves. On s'incline toujours devant des morts. Il y a beaucoup de morts. Mais il y a aussi, qu'est-ce qu'on fait de El Hadj Moustapha Diouf? On a brûlé sa maison. Qu'est-ce qu'on fait du ministre Thiam? On a brûlé sa maison. De Matarba, on a brûlé sa maison. De Auchan, combien de Auchan ont été incendiés? Combien de stations-service ont été incendiées? La radio Futur Média également. D'accord, Futur Média. Oui. D'accord, on ne peut pas dire, oui, Futur Média, oui, vous étiez avec Macky Sall, c'est bien fait pour vous. Ah oui, mais celui qui est mort là, il était avec le Gatsa. Donc lui, on va l'indemniser. Et voilà, bon, ceux qui ont fait ça, bon, on ne va plus les amnistier. Mais ceux qui ont brûlé Futur Média, peut-être qu'on va faire une amnistie partielle. Non, ça ne c'est pas comme ça que ça marche. Allons-y avec maturité. Allons-y avec sérieux, avec rigueur, avec une démarche d'État qui convainc les Sénégalais. Vous proposez quoi à la place? Mais enquêtons d'abord pour savoir ce qui s'est passé. Ils sont l'État, ils avaient dit qu'ils allaient le faire. C'est une promesse qu'ils nous ont faite. Ils n'ont qu'à faire cette promesse d'abord pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Ça m'est égal. La justice, ça m'est égal. Au plan pénal. Ça m'est égal. Qu'on sache ce qui s'est passé avec précision. Pas seulement la justice. Ça va au-delà de la justice. Ça concerne le peuple sénégalais dans son essence. Est-il nécessaire alors, à l'image de plusieurs pays qui ont traversé ce genre de difficultés, de mettre en place une que les commissions vérité conciliation? C'est possible. C'est possible parce que il arrive des moments dans la vie des peuples qui ont traversé des épreuves difficiles. On a traversé des épreuves difficiles. Ces épreuves, nous en sommes tous responsables. Je regarde Ousmane Sonko les yeux dans les yeux. Parce qu'il a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé pour les morts. Parce que c'est lui qui a dit que des centaines de milliers de Sénégalais se retrouvent, qu'on marche sur le palais pour en déloger le président de la République. Il a sa part de responsabilité. Les Sénégalais l'ont absous. C'est ça la vérité. Parce que la légitimité est conférée par le peuple. Le peuple l'a absous. Le peuple sénégalais a fait preuve d'une grande compassion, d'une grande compréhension. Ce peuple-là mérite qu'on le respecte aussi, qu'on se dise oui, nous avons une part de responsabilité. Les autres aussi ont leur part de responsabilité. Discutons, analysons, recherchons les choses, apprécions les choses pour que demain, pareilles choses ne se reproduisent plus. Parce que, enfin, ceux qui souffrent, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons dans les familles. Les familles ne font pas de distinction entre ceux qui sont Pastef, ceux qui sont Benno Bokk Yakaar, ceux qui sont TAS, ceux qui sont Abdoul Mbaye. Non, les familles, c'est des familles unies, à l'intérieur desquelles il y a un ferment d'unité. Mais, comme dans toutes les sociétés et dans toutes les familles, il y a aussi des moments d'antagonisme. Ces moments d'antagonisme-là, c'est des moments qui arrivent. Et cet antagonisme a abouti à des drames, à une tragédie. Qu'on s'arrête, qu'on s'assoie, qu'on discute pour que pareille tragédie ne se reproduise plus. Mais qu'on discute franchement, qu'on discute intelligemment, qu'on discute loyalement pour savoir avec précision ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais aujourd'hui, on a la désagréable impression, la sensation que, mais enfin, c'est quand on est dans l'opposition, on critique le pouvoir, on critique la police, on critique les magistrats, la justice, mais quand on arrive, on utilise les mêmes leviers pour aboutir au même résultat. Il faut plus qu'il y ait de soupçons sur la police, qu'il n'y ait plus de soupçons sur la justice. Nous savons tous, au-delà de ce que la justice est la justice, au-delà de tout,
il y a ce soupçon, cette peur sur la loyauté de la justice, sur la loyauté des institutions de défense et de sécurité, sur leur capacité à avoir une distance et du respect par rapport au peuple. Comme disent la police américaine, courtoisie. Et on n'a pas la sensation que notre police marque une courtoisie à l'égard des citoyens. On n'a pas toujours la sensation que la justice est aveugle, c'est-à-dire que c'est le couperet qui tombe sur des coupables. Les Sénégalais se disent que la justice est un instrument. Parce que quand on commande de commander... Cette vision-là, elle a changé depuis... Elle n'a pas changé, elle n'a pas beaucoup changé. Mais c'est ça qu'il faut changer. Vous avez été ministre de la Justice, garde des Sceaux. Comment jugez-vous les premiers pas de votre successeur, quelques années après, en l'occurrence Ousmane Diagne? Oui, mais je n'aime pas toujours parler des hommes, mais Ousmane Diagne, je le dis, je le répète, je trouve à titre personnel que c'est un très bon magistrat. Comme ministre de la Justice, j'ai confiance en ses capacités à diriger le ministère. Ses premiers pas. D'accord. Les premiers pas, ce sont les premiers pas du gouvernement. Sur les premiers pas du gouvernement, il y a énormément de reproches que je fais à l'action du gouvernement, pas à lui personnellement, parce qu'il me connaît. Je n'hésite pas aujourd'hui à l'appeler à tout moment pour attirer son attention sur telle ou telle chose, parce que je sais qu'il a les compétences, qu'il a l'écoute et qu'il a la capacité de changer les choses. Mais il n'est pas seul. Il n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut. Il est dans un gouvernement. Il applique la politique d'un gouvernement. S'il applique une mauvaise politique, on critiquera cette politique. D'accord? C'est un homme bien qui applique une mauvaise politique. Mais c'est un homme bien. Et je considère que c'est un homme bien. Il le sait et il sait que ce que je pense de lui. Je n'ai pas besoin de dire autre chose. Mais bon, la justice, il y a une perception qui est négative. Merci beaucoup, Maître Amadou Sall. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et qui m'avoir permis de m'exprimer avec vos auditeurs. Merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'était le grand jury sur la radio Futur Média. Bon dimanche à tous et merci à tous de nous avoir suivis. Ramadan Moubarak, à dimanche prochain pour un nouveau numéro. Da da